je voudrais planter le décor en m'interrogeant sur le bien fondé de certains Africains aliénés. Vous savez, quand vous voyez le petit nègre qui veut tant ressembler au petit blanc, moi, fils de Gaussou Keïta et de Mariam Diallo, Cheikh Oumar Keïta, j'ai envie de vomir. Je répète, quand vous voyez le petit nègre aliéné, le nègre des salons, vouloir ressembler au petit blanc, j'ai envie de vomir. Allez sur le plateau, il y a une télévision en France qu'on appelle Télé Sud, Global Sud, quelque chose comme ça. Il y a un gars qui est là-bas avec ses grosses lèvres, il porte des lunettes rondes, toujours vient en costume. Ah, je sais pas, il paraît qu'il est professeur dans une université en France. Mais alors, moi, je vais vous mettre à l'aise. Être enseignant dans une école en France, particulièrement puisque nous sommes francophones, restez tranquille. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais au lycée, les derniers de notre classe, quand leurs parents les envoyaient en France, ils étaient les premiers. Moi, c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre. Mais quand ils reviennent, après avoir fait tellement de bêtises, ils traînent derrière nous. On les envoie en Europe, ils sont premiers là-bas. Mais quand ils viennent chez nous, ils traînent derrière nous. J'ai dit, ah, moi, ça c'est quelque chose au collège. Je sais que vous avez tous fait cette expérience-là. Les derniers, là, quand ils vont en France, ils deviennent les meilleurs. J'ai dit, ah, ça je comprends pas. Donc, les petits nègres qui sont en Europe, sur cette soi-disant télévision globale sud, quelque chose comme ça, ils font souvent l'actualité, ils parlent de politique africaine. Et quand vous écoutez leurs réflexions, moi, personnellement, ça me donne envie de vomir. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. L'esclave des salons. Ils sont tellement aliénés que, c'est-à-dire, moi, excusez-moi, mais franchement, c'est something. C'est-à-dire, vous dites, même si souvent je suis pas toujours d'accord avec Franklin Yamsi, au moins je tire mon chapeau à ce monsieur. Il n'est pas aliéné. Franklin Yamsi, il a la tête sur les épaules. On n'est pas toujours d'accord. Ça, je le sais. Mais c'est un monsieur que je respecte. Mais quand vous regardez ces gens-là sur ces plateaux de télé, par un moment vous dites, eh Allah, salut à ta ma chérie Clemcia. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Ou bien qu'est-ce qu'on n'a pas encore compris? Voilà des gens qui, en dehors de leur livre, ils ne peuvent plus réfléchir. En dehors de ce que le petit blanc leur a enseigné, il n'y a plus moyen pour eux de réfléchir. C'est ce que le capitaine a dit un jour. Il dit, ceux-là, ceux qui se disent intellectuels noirs, là, si on leur retire le livre de l'homme blanc, ils sont zéro. Au début, je pensais que c'était une télévision qui pouvait aider. Je crois que le responsable même de la chaîne, c'est un gros gaillard comme ça qui porte des lunettes. Hein? Il est gros comme ça, là, il est légèrement un peu. Je ne manque pas de respect. Attention, je parle d'un système. Je parle d'une situation. Quand vous regardez un peu cette soi-disant télévision globale sud, quelque chose comme ça, à moins que je me trompe, il faut me trouver le bon nom, pardon. Clemcia, comme toi tu suis les trucs en Europe là, excusez-moi, donnez-moi le bon nom. Mais je suis perdu. Je vais voir si je peux vous retrouver la chaîne de télévision. Peut-être ça va nous aider nous tous à comprendre ce que je suis en train de dire. Hein? Ah bon? Attends, hein, je vais chercher la chaîne de télévision. Ça nous permet de bien comprendre ce que Keïta dit. Pardon, toi, je reviens, faut pas te presser. On va revenir. Alors, je vais essayer, parce que j'ai regardé 2 ou 3 choses de leur bêtise là. Je vais voir si je peux me retrouver pour vous. Et puis, il y a des images du Népal que je voudrais partager aussi avec vous. Comment le Népal peut être... Donne-moi une seconde, je vais voir si je peux retrouver ces gens-là. Ils ont une façon de faire des analyses. Moi, par moment, je les regarde, je dis, mais attendez, je vais mettre le nom pour voir si c'est Global Sud.
D'accord, je vais voir si c'est vraiment ça le truc de leur télévision là. Ah, ok, je crois que ça doit être ça. Je crois que ça doit être ça. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais, c'est eux qui sont là. C'est eux. Ah, voilà. Ah, ah. Voilà le patron, je crois que c'est le patron de leur télévision qui est là. Vous le connaissez, c'est pas ça? Voilà, c'est leur télé. Maintenant, il y a un gars qui est dessus, il y a un petit. Ça, c'est. Si on était dedans, ça allait être bonne élection. Voilà comment il parle, hein. Écoutez. Voilà. Voilà un autre. C'est de lui là que je parlais aussi. Le voilà, regardez-le. Ceux-là. Excusez-moi, hein. Je ne fais pas vraiment. Ah, ok, comme ça. Non, souvent je tombe sur leur truc. Les Africains, vous qui êtes en Europe, je ne vous demande pas nécessairement de me suivre. Mais si vous voulez être abruti, fermé, et ne rien comprendre de comment l'Afrique marche, ici là, c'est votre place. Vous pouvez venir les suivre. Cette télé-là, Global Africa, quelque chose comme ça. Si vous ne voulez rien savoir de l'Afrique, c'est-à-dire, vous voulez être aliéné, vous voulez être déconnecté, et puis vous voulez le mensonge, et puis vous voulez quelque chose d'irrationnel. Allez-y, regardez cela. Vous allez être satisfait. Allez-y les regarder. Vous allez être satisfait. Si vous regardez cela, vous n'avez même plus besoin d'aller à l'école. Si vous écoutez cela, vous n'avez même plus besoin de savoir ce qui se passe en Afrique. C'est l'aberration par excellence et l'aliénation. Ils sont aliénés. Ça veut dire, ils veulent tellement ressembler aux petits blancs qu'ils ne savent même pas ce que c'est que l'Afrique. Ils veulent tellement faire aux petits blancs qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Et ils se disent agrégés et professeurs d'université. Quand je parle souvent, vous vous plaignez. Enfin, pas vous, mais beaucoup se plaignent. Ils se vantent. Wallahi, au nom de ma mère qui m'a mis au monde et le Dieu qui a permis ma naissance, ceux-là, je vous jure au nom de Dieu, ceux-là, s'ils sont garçons, ils disent qu'ils sont garçons, ils sont nés d'un homme et d'une femme, ils n'ont qu'à prendre leur avion, venir au Mali, m'inviter à l'ERTM ou une télévision de leur choix. Wallahi billah, quand je vais finir avec eux là, ils vont même pas reconnaître la route de l'aéroport. Des tarés comme ça là, c'est eux qui parlent de notre politique. Alors, je vais répéter encore ce que le Seigneur Jésus a dit. Les musulmans détestent, moi je m'en fous. Je vais répéter ce que le Seigneur Jésus a dit. Parce que vous êtes mal placé pour parler du Christ. Si le Coran reconnaît que le Christ est venu au nom de Dieu, vous êtes qui pour dire que moi je ne dois pas prononcer son nom, bâtard que vous êtes. Je vais prononcer son nom piant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, est-ce que on peut prendre le nouveau vin et puis le mettre dans un ancien bol? Premier exemple. Est-ce qu'on peut coudre un habit nouveau sur un habit sale? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas parler de l'Afrique quand vous êtes déconnecté de l'Afrique, quand vous êtes aliéné, quand vous ne savez rien, quand vous ne connaissez rien. Vous croyez que l'école du petit blanc là est mieux que nous? J'ai dit tout à l'heure. Nous, à l'école, moi, il y a un ami je vais dire son nom, faut pas s'effacer, mais je vais pas dire tout son nom. Serge. Serge ne valait rien. Mais quand Serge est parti en France, il était le premier de sa classe. Il est bien en France. Comment, je ne sais pas. Quand Serge est revenu nous trouver, parce qu'il n'a pas pu durer, il a fait des bêtises, on l'a chassé. Comme son papa avait l'argent, il l'a ramené. Serge même là, s'il a trouvé ses 12 de moyenne. Mais il était premier en France. Ah! Et c'est vous, quand vous dites que vous êtes enseignant chez eux là-bas, et vous croyez que nous, ça nous effraie. Si tu es sûr que tu es né d'une femme, et que tu es le fils de ton papa, je te lance des filles. Wallah, Billah, viens ici. Si je t'ai loupé, au nom de Dieu, tu ne seras même pas où se trouve la route de l'aéroport. Les Africains qui veulent les écouter, allez-y les écouter. Si vous voulez être abrutis, allez-y les écouter.
Ils croient que la démocratie dont ils parlent, ils ne savent même pas ce que c'est que la démocratie. Je vous ai toujours dit, le jour qu'on va vous montrer le visage de la démocratie, vous allez dire non, ça c'est pas le visage de la démocratie. Et Emmanuel Macron vous montre un exemple. J'ai dit Keïta est établi par l'Éternel. C'est son baobab. Il va se vanter avec ça jusqu'à sa mort. Regardez un pays. J'ai pas fini, hein, je vais revenir. Pourquoi Alassane Ouattara, je vais venir, ne soyez pas pressés, je plante le décor pour permettre à ce qu'on atteigne un certain quorum. Vous voyez, je ne dis pas partager, je ne dis pas faites des commentaires. Parce que j'estime que cela dépend de vous. Chacun est libre. De la même manière que je donne la liberté à chacun de faire ce qu'il estime faire, quand les ratés viennent, je les chasse. Donc, je continue. Ils n'ont pas de la démocratie. Mais moi, je voudrais bien, donne-moi une seconde, j'ai un problème avec, je sais pas, cette paire de lunettes. Donne-moi une seconde, je vais changer ma paire de lunettes. Ça me donne un petit, ça me fatigue un peu. Alors, je vais vous donner un exemple simple. Je vais porter celui-là. Voilà, là c'est bon. Alors, je vais vous donner un exemple simple, d'accord? Le président Macron. Regardons bien le président Macron. La démocratie dit le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Et ils vont aux européennes, ils perdent. Logiquement, la loi de la démocratie aurait dû s'imposer automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il refuse. Vous avez vu combien de temps il a pris pour nommer Bayrou? Il a pris tout le temps. Est-ce que c'est ce que dit la démocratie? Alors vous avez vu qu'à l'intérieur de cette démocratie, il y a véritablement une dictature qui est masquée. Et Macron, attention, pourquoi je parle de la France, ça va vous permettre de comprendre ce que Ouattara est en train de faire et comment nous allons demander aux jeunes Ivoiriens de se rappeler ce que les jeunes Gen Z, Keïta Gen Z c'est quoi? Ce sont les jeunes Népalais. Ils n'étaient pas aussi nombreux que vous quand vous étiez sortis. C'était quand la Clémence, la marche du front commun, c'était quand? Le 9 du mois passé, non? Le front commun, c'était, voilà. Ils n'étaient pas aussi nombreux que les Ivoiriens qui étaient sortis le 9 du mois passé. Mais les Népalais ont fait tomber le gouvernement népalais. Quand j'ai vu ça, depuis avant-hier, j'ai voulu sortir tout de suite. C'est comme Dieu me dit, non, tu ne sortiras pas dans l'émotion. Je sais que tu es content. Mais je vous en prie. Les ministres qui parlent comme si c'est Ibrahim Congo, comme Kandia Kamara. Allez-y, regardez au Népal ce qu'on a fait des ministres. Il y a des ministres, hélicoptères étaient en haut. Ils ont fait descendre cordes. Ils se sont accrochés, on dirait chauve-souris. Les ministres ont fabriqué des sacs avec pagne. Ils ont mis leur famille dedans. L'hélicoptère est parti. Ceux que l'hélicoptère a fait partie, eux, ils ont eu la chance. Mais ceux qui ont été attrapés, on les a déshabillés. C'est pourquoi quand je regarde les gens, et le Népal n'est pas, c'est comme si Dieu dit, tu sors pas comme ça, laisse d'abord. Il faut que je mette dans ta tête pour que tu parles. Et tu vas parler. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Et puis en même temps, il me dit, il faut d'abord leur dire que Thomas Sankara disait, l'esclave qui refuse de se battre pour sa liberté, je ne fais que paraphraser, ne méritait pas qu'on s'apitoie sur son sort. Les Népalais, on a tiré sur eux. Au total, il y a eu 22 morts. Plus de 300 étaient blessés. Mais le résultat, le gouvernement est tombé. Tous les ministres qui avaient volé, tous les ministres qui avaient des résidences somptueuses. On dit somptueuses, non? Je suis pas français. Je casse français piant. Les résidences somptueuses. Je dis pas somptueuses. Si ça fait mal à quelqu'un, bye bye. Même ton maître ou ton professeur de français ne peut pas m'enseigner le français. Donc je brise. Le jour ça me plaît, je vous ai toujours dit ça, non? Le jour ça me plaît, je fais la convention. Le jour ça me plaît pas, je fais pas la convention. Et aujourd'hui, je ne suis pas à la convention. Donc, si vous estimez que c'est une faute, désolé.
allez-y. Je vais continuer à briser pion. Ça, c'est Keïta Sékoumba. Alors donc, on a vu ce qui s'est passé au Népal. Hein? Chéri Clément, c'est ça. On a vu ce qui s'est passé au Népal. La seule personne qui a été épargnée, c'est le président. C'est le président seul qui a été épargné. Mais on a vu. Et ce qui m'a plu, à un moment donné, les policiers ont dit, on est avec vous. Et puis, se sont éclipsés. Ils ont brûlé présidence. Ils ont brûlé l'Assemblée nationale. Ils ont brûlé toutes les institutions. Et l'argent qu'ils ont volé pour construire l'hôtel Hilton, là, ils ont brûlé encore. Les Népalais. Et puis, ils sont assis. Bien. Quand ils ont fini, quand la colère est descendue, le chef d'état-major des forces armées est sorti pour dire, on vous a entendu, vous avez gagné. Maintenant, c'est bon, laissez-nous reconstruire le pays. Il dit, nous allons choisir notre premier ministre. Le président de tout ce que vous allez choisir, je vais le nommer. Ouattara fait la grande gueule. Il n'est pas fort. Les armes que vous avez vues ne pourront rien faire si vous sortez. Je répète, les Ivoiriens qu'on a vus le 9, vous allez diviser par 3, c'est ce nombre-là qui a fait tomber le gouvernement du Népal. Mais attention, les Népalais sont plus criminels que Ouattara. Ils ont fait une guerre civile au Népal. Hey! Donc, gardez ça en esprit. Hein? On va parler de ça. Maintenant, je reviens à ces larbins, à ces déconnectés, à ces aliénés, qui prétendent nous parler de démocratie. Des malhonnêtes qui vont s'asseoir parce qu'ils ont pu construire 2, 3 petites choses, 4, 5 petites caméras. Ils croient qu'ils sont arrivés puis vont nous parler de démocratie. Vous êtes mal placés pour nous parler de démocratie. Global Sud, c'est ça. Vous êtes ma cible dorénavant. Vous êtes une chaîne privée. Donc, la liberté d'expression, aussi vous êtes libre de parler, je suis libre de parler. Hein? Des menteurs pathétiques. Aïe, c'est comme ça on fait. Hey, donnez-moi une seconde. Ne quittez pas, hein? Commencez à pomper. Comme dit Mewe, pomper vis-à-vis d'arrêt. C'est parce que ça là me fatigue un peu. Et j'ai fait le mauvais choix. La paire de lunettes que je voulais porter là, j'ai laissé ça me fatigue. Voilà. Il faut que je porte quelque chose que tu... Voilà, ça c'est bon. Alors, donc, il nous parle. Martin, Martin, toi tu ris. Il nous parle, il parle de quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Alors, ils disent parce que Tidjane Thiam, comme il a été exclu, donc il dit que l'élection, voilà des analphabètes politiques, des illettrés politiques, des déconnectés culturels et des dénaturés culturels. Voilà des aliénés qui font le travail de l'homme blanc. Ces gens qui s'asseyent sur, enfin, dans cette soi-disant télévision globale sud, là, posez-leur une simple question. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle la démocratie? Vous êtes assis dans un pays où on bafoue les droits de l'homme, où on bafoue la démocratie, et vous regardez, non, le gars qui a ses lunettes, l'idiot qui se fait appeler professeur d'université, là, je ne sais pas quel diplôme il a, mais si tu crois vraiment que tu es professeur d'université, tu es l'enfant de ton papa puis de ta maman, là, moi je te lance des défi. Si tu es garçon, là, viens au Mali. Et puis lance-moi un défi. Dans n'importe quel, moi je n'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme. Mais si tu es sûr que tu es garçon, viens. Voilà, puis là, je finis avec toi, tu auras honte même de parler devant tes étudiants. Eux-mêmes, ils vont te vomir quand je vais finir avec toi. Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous connaissez la démocratie? Vous ne la connaissez pas. Si on vous présente la démocratie, vous allez passer à côté sans savoir que c'est la démocratie. Parce que vous ne savez pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. L'expression légitime et souveraine du peuple. Et un homme vient. Le peuple, on a manipulé le peuple. À ces petits idiots, à ces aliénés. J'ai envie même de dire à ces bâtards culturels, ces déconnectés de l'Afrique. Laissez-moi vous donner une petite leçon. Cela peut vous aider
si jamais vous voulez, si c'est la vérité que vous recherchez. On a dit aux Ivoiriens, la 4e République, ou la 3e, je ne sais pas trop. Gueye a fait 3e, Ouattara a fait 4e, je crois, c'est la 4e République. On nous a dit, lorsqu'on présentait le projet, l'avant-projet même de la Constitution, que cette Constitution n'est pas faite dans le but que Ouattara se maintienne au pouvoir. Le ministre de la Justice de Ouattara a dit que techniquement c'est impossible à Ouattara. Ouattara lui-même s'est prononcé. Ceux qui ont fait la rédaction, ils ont dit que c'est impossible pour Ouattara parce qu'ils ont mis un verrou à la demande de Ouattara lui-même. L'article 183 de la Constitution. Le conseiller juridique de Ouattara dit que c'est impossible pour Ouattara d'être candidat. Donc, on se retrouve dans une situation où tout a été dit et le slogan dit cela ne permet pas au président d'être candidat. Alors, il commence à tordre le cou à la Constitution dès 2020. Ahmed Bakayoko était bien portant. Kaba Niale, bien portante. Marie Toukone, bien portante. Bien d'autres cadres du RHDP étaient bien portants. Alors pourquoi porter son choix sur quelqu'un qui est malade, dont la durée de vie avait été déjà pronostiquée au président Ouattara? Parce que l'État de Côte d'Ivoire était le parrain légal d'Amadou Gon Coulibaly. Après les élections, après la crise post-électorale, après avoir arrêté Laurent Gbagbo, ils ont fait partie de Gon Coulibaly. Pendant la crise, il était déjà à Paris. Son cœur avait lâché. Amadou Gon Coulibaly était pratiquement mort. Il était sur son lit d'hôpital et Amadou Gon Coulibaly était le dernier de la liste. Il attendait un cœur. On devait faire une transplantation, mais il y avait déjà des personnes qui étaient devant. Et lui, il était le dernier de la liste. Quand Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, et quand il a commencé à voler l'argent de l'État de Côte d'Ivoire et mentir sur Laurent Gbagbo, parce que quand Gbagbo partait, il y avait l'argent dans la caisse. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit que les caisses étaient vides. Donc, ils ont volé l'argent que Gbagbo a laissé dans les caisses pour leurs propres besoins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a acheté, enfin, même le Boeing, il ne l'a pas payé, ça c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a payé. Donc, tout de suite, ils avaient besoin d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent contact tout de suite, puisque c'est Hollande, c'est Sarkozy, pardon, qui était au pouvoir. Avec la main de Sarkozy, ils ont bousculé la liste et ils ont mis le pactole sur la table. Tout Gon Coulibaly s'est retrouvé tout de suite. Le premier sur la liste. Mais ce n'était pas tout. Il fallait que quelqu'un, avant de mourir, fasse son testament, je laisse, parce que ça aussi, les gens respectent, hein. Si vous dites il faut brûler mon corps, mon ami, tout ce qui est dans ton corps, ils vont brûler. Mais si vous dites je mets mon corps à la disposition de la médecine pour l'avancement de la médecine, alors là, tout de suite, on va ouvrir votre cœur là, votre corps, pardon, et puis enlever le cœur dedans. Ça dépend de ce que tu veux. Quand tu meurs, ça dépend de ce que tu dis. Je mets mon corps à la disposition de la médecine. Et là encore, il faut trouver quelqu'un pour le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont assassiné quelqu'un ou bien c'est vraiment quelqu'un. Mais dans tous les cas, ils ont trouvé un cœur. Donc, nous, on ne peut pas rentrer dans ce débat. Et tout de suite, Gon Coulibaly, la transplantation a été faite. Mais attention, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui était parrain. Et Alassane Ouattara était la seule personne habilitée à recevoir toutes les informations sur Gon. Même Gon lui-même n'était pas informé de son état réel. Ni ses épouses, ni ses enfants, ni sa maman. Mais Alassane Ouattara seul connaissait l'état de santé de Gon Coulibaly. Et les médecins ont été clairs avec Alassane Ouattara. Attention, le monsieur, voilà la durée de vie que nous, quand on fait les transplantations, mais il peut aller au-delà, comme il peut ne pas atteindre. Mais ça dépendra de ses activités physiques. Mais Ouattara, il a bien compris. Ouattara, il a bien compris. Salut à toi, Mohamed Bachili. Comment vas-tu, mon frère? Merci pour la fidélité. Anna, Momo, salut à toi, ma grande sœur. Ouattara a bien compris.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Gon arrive, évidemment, secrétaire général. Et quand Gon a commencé à faire les chutes, les médecins l'ont interpellé. Mais ce n'est pas tout. Je crois le 2e ou 3e congrès du RDR, là où Gon Coulibaly a commencé à être le mauvais, là où je écartais Soro Guillaume, c'est là que j'ai commencé à sortir mes griffes contre Ouattara. Et j'ai dit, Soro, c'est fini pour toi. À l'époque, les jeunes de GPS aujourd'hui, là, eux tous m'ont insulté sans exception. Eux tous. Parce qu'ils croyaient que Ouattara était le bon papa de Soro Guillaume. J'ai dit, Soro Guillaume, c'est fini pour toi. Et c'est à cause de cela que Soro, quand les choses se sont compliquées, il a dit à Soule de Paris, je veux parler à Keïta. Je ne vous ai jamais dit ça, mais je vous dis ça aujourd'hui. Soule de Paris, dis à Keïta que je veux lui parler. C'est ainsi que Soro et moi, on a échangé. Et quand Soul est sorti, pour avoir fait aussi le combat de Soul, lui aussi, on a échangé. Mais aujourd'hui, je refuse personnellement de contacter Soul parce que je ne veux pas. Il est écouté et je ne veux pas lui créer des problèmes. C'est pourquoi je refuse de parler à Soul. Sinon, je peux très bien le faire. J'ai pas fini. Quand il a nommé Gon Coulibaly président du comité d'organisation, et que Gon Coulibaly a écarté volontairement Soro Guillaume, il dit, mais attendez, quand vous regardez l'ordre protocolaire, Soro Guillaume vient avant Gon Coulibaly. Il est le président de l'Assemblée nationale. Il est le président de l'Assemblée nationale. Il est le président de l'Assemblée nationale. Comment le président de l'Assemblée nationale, et puis c'est le secrétaire général de la présidence qui passe avant lui. Il dit, il y a un sérieux problème. Il dit, il y a un sérieux problème. Alors, quand j'ai tiré mes analyses, et évidemment, l'Éternel m'avertit, dit à Soro que c'est fini pour lui avec Ouattara. Donc, Ouattara, il a commencé à surcharger Gon Coulibaly. Gon Coulibaly a commencé à être surchargé. Et quand il a commencé à faire les chutes, le médecin, il y a une chute que Gon a fait où il a failli trépasser. C'est pas la chute qu'il a fait et puis il est mort après 7 jours à Abidjan. C'est pas ça, non, non, non. Ça remonte à des années. Ils ont appelé Ouattara, il faut arrêter. Quand Ouattara l'a nommé Premier ministre, il a fait une chute à cause du travail. Les médecins ont dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas le tuer avant. Donc Ouattara a commencé à surcharger Gon Coulibaly dans l'intention de l'épuiser parce que c'est lui qui a payé son cœur et Gon Coulibaly lui est redevable. La mère de Gon Coulibaly qui voyait ça, les gens à côté parlaient à la maman de Gon Coulibaly. Dit au président de faire doucement. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est tue. Je me rappelle, j'avais appelé sa deuxième petite femme qui est aujourd'hui mère à Niamey, Fatim. J'ai dit, je sais que tu es une opportuniste, je sais que tu aimes l'argent. Tout l'argent que tu dépasses à Niamey là, toi et moi on se connaît. Quelle étude tu as fait? À quel niveau? Tu as fait quel travail? Tu n'as aucun niveau. On se connaît. Les deux familles se connaissent très bien. Parce qu'à l'époque, c'était ma famille et sa famille qui étaient les plus riches à Niamey. Son père et mon père étaient les deux hommes les plus riches d'Aniamey. Suleiman Baba et Gaussou Keïta. Vous pouvez aussi chercher à vérifier cela. C'était les deux entrepreneurs les plus riches d'Aniamey. À part eux, là, tout le reste, c'était Woyouaya. J'ai dit, on se connaît. Moi-même, souvent, les gens confondaient, on m'appelait Ladi Baba, son frère, qui est aujourd'hui président du Rio d'Aniamey. Les gens nous confondaient. Souvent, les gens disaient, hey, petit Baba. Il dit, moi, je suis pas Baba. Souvent, les gens nous confondaient parce qu'on se ressemblait. Là, moi, on a été les meilleurs amis. Mais à cause de la politique, c'est ça, moi, je regarde tous ces petits là, ils me font petit. À cause de la politique, il a suivi sa glacière, il refuse de me parler. Et pourtant, c'est moi qui ai fait sortir là du Baba comment on dit ça, des ténèbres. Il était un très grand joueur. Celui qui l'a fait sortir dans la lumière, c'est moi. Il y avait un truc qu'on faisait à la cuvette. Si les gens se souviennent bien, si les gens dans le savent bien, à la cuvette, avec JB. Pendant les vacances, un tournoi de football. Et même les grands dirigeants de club allaient regarder là-bas. C'est moi, j'ai amené Ladi Bamba avec son frère, comment on appelle ça, Abou, là-bas.
Et c'est là-bas que les deux là sont devenus papes. Et c'est de là-bas que pape Assec Mimosa, Africa Sport, et puis là, il est pour un pape, il est parti comme vous connaissez. Donc, on se connaît. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Celui qui l'a fait sortir des petits poteaux du quartier à la lumière, c'est moi, Cheikh Oumar Keïta. Et notre équipe s'appelait Nottingham Forest. Laïbama sait très bien de quoi je prenais ma vidéo, allez montrer à Laïbama si les garçons, s'ils demandent ça à la bataille. Il sait que c'est la vérité. Donc, Ouattara détruit doucement Gon Coulibaly parce qu'il a une idée derrière la tête. Il regrette d'avoir dit aux Ivoiriens, je ne peux pas faire de troisième mandat. Il regrette d'avoir dit aux Ivoiriens, la constitution là, ne me permet pas. Donc, il faut trouver une ruse. Choisis Ahmed Bagayoko. Il est bien portant, il n'a aucun problème. Mais Gon était déjà affaibli. Donc, Ouattara avait atteint ses objectifs avec Gon Coulibaly à 70 à 90%. Gon était affaibli. Premier ministre, les charges étaient là, responsable RHDP. Le monsieur ne dormait même pas alors qu'il avait besoin de repos. Le monsieur, ces femmes-là, mais il ne pouvait pas les toucher, excusez-moi l'expression, parce que physiquement, il ne pouvait pas. Il tombait chaque fois. Et on disait à Ouattara, décharge le monsieur. Il a refusé. Alors, je fais ce détour pour vous amener à comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, Gon, malade, il continue d'appuyer, d'appuyer et d'appuyer. Gon, zélé, il croit que lui, il avait déjà un contrat avec Dieu et que Dieu avait accepté. Il dit, Gon, tu te trompes. C'est quand à Korogo, lors d'une visite à Korogo, un week-end, il a tenu des propos. Et Dieu m'envoie la vidéo de Gon. Il me dit, sors et tu parles. J'ai dit, ça là, Seigneur, ce que tu mets dans ma bouche, c'est moi je peux dire, va parler. Je sors et puis je laisse le message Gon. Dieu me dit de te dire 2020, même si Ouattara te choisit, tu ne seras pas candidat et tu ne verras pas. Et si par extraordinaire, même tu vas aux élections, tu ne feras pas 3 mois de pouvoir. C'est ce que j'ai dit et tout le monde peut vérifier. La suite, vous la connaissez, Gon Coulibaly est mort. Il n'a jamais pu assister à ces choses-là. Parce que Ouattara savait ce qu'il faisait. Mais ce n'est pas Gon seulement. Je n'ai pas seulement parlé de Gon. J'ai dit Adama Bitogo était le joker de Gon. Lui, il devait être le président de l'Assemblée nationale pour booster Gon. C'était pas seulement Gon. Gon était l'élément que Ouattara a choisi. Mais, à travers Gon, Ouattara voulait pistonner photocopie. Et Ouattara ne pouvait pas choisir photocopie lui-même. Malicieux, maléfique qu'il est. Et c'est Adama Bitogo qui devait faire le travail. Et comme il a senti qu'Adama Bitogo était trop exigeant, il a mené photocopie que vous connaissez, une photocopie, Amadou Cimetière. J'ai dit, Amadou Cimetière, toi t'es sacrifié. C'est pas, toi tu es un petit caillou sur la route d'Adama Bitogo. Le poste de président de l'Assemblée nationale, ce que Dieu m'a montré, c'est Adama Bitogo. Ouattara, tu peux pas contredire Dieu. Ton petit plan. Alors, je vous ramène tout ça en esprit pour vous faire comprendre que le plan de Ouattara pour 2025 ne passera pas. Je vous ramène tout ça. Je n'ai pas préparé. Moi, je prépare jamais un direct. C'est quand je m'assois que Dieu, il met le fil conducteur dans ma tête et je parle. Moi, je prépare pas. Je prépare pas de direct. Je n'ai jamais préparé de direct. Quand je m'assois, Dieu met dedans et puis je vous donne. Avant de commencer le direct, je ne savais même pas ce que j'allais vous dire. Voilà. Donc, vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez rejeter. Ça, il s'en fout. Lui, quand Dieu met, lui parle. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qu'on a tous vécues. C'est comme si l'Éternel nous dit, Ouattara a fait ce qu'il voulait, mais 2025 là, il n'aura pas le dernier mot. Il n'aura pas le dernier mot. Donc, Bitogo est là. Ils ont voulu bloquer Bitogo. J'ai dit, Alassane Ouattara, tu perds ton temps. Bitogo là, tu vas le prendre forcé. Il n'est pas... Qui a annoncé que Bitogo sera chose? Bon, Christian a pu lui parler de son bac B, chaque fois.
Mais qui a dit qu'Adama Bitogo sera présent à l'Assemblée nationale avant même que Cimetière ne soit présent à l'Assemblée nationale? C'est bien moi. C'est bien moi. Mais l'objectif d'Alassane Ouattara, je vous le répète, c'est photocopie. Détrompez-vous. Alassane Ouattara est au stade terminal de 2 cancers. Je le répète. Petit Chris Yapi, je t'insulte pas parce que désormais tu es mon petit. Ma grade là, ou bien on dit un ou bien une. Prenez ce qui vous plaît dans les oreilles, rejetez ce qui ne vous plaît pas. Parce que Keïta, il n'est pas conformiste aujourd'hui. Donc, petit Chris Yapi, je suis maintenant au-dessus de toi. C'est pas grave, c'est une façon de parler, mais la réalité c'est ça aussi. Il faut aller fouiller. L'objectif de Ouattara, c'est photocopie. Et je mets le petit Chris au défi. Ouattara est au stade terminal de ces 2 cancers. Ça, je vous le dis. Pour faire ce que Ouattara a fait, il faut être désespéré. Pour faire ce que Ouattara a fait, il faut se dire que sa vie est finie. Pour faire ce que Ouattara vient de faire avec cette prostituée de Chantal Camara, il faut se dire que pour lui, c'est fini. Et pour Ouattara se dit que c'est fini. Il mélange tout et il donne à son fils photocopie. Mais attention, c'est ton programme, Ouattara. Ouattara, ça c'est pas le programme de Dieu. J'ai même dit aux Ivoiriens aujourd'hui, Ouattara croit avoir gagné. Attention, je répète. J'ai toujours dit une chose que Eli Pada répète ces temps-ci, il n'y aura pas élection. Mais moi j'ai dit, je ne vois pas élection octobre 2025 là. Moi je ne vois pas élection. C'est ce que j'ai toujours dit. Même quand les gens m'appellent en privé, dans mon WhatsApp, qu'est-ce que tu penses? Je dis, je vais être honnête avec vous, je ne vois pas élection. Ce que Ouattara fait là, c'est la plaisanterie. Il n'y a rien de vrai dedans. Chantal Camara est la honte de ce que je peux appeler l'honneur, la dignité, le bon sens de la femme. La parole nous dit, quand vous élevez une femme, c'est tout un village que vous avez élevé. Mais est-ce qu'on peut appliquer ça avec Chantal Camara? Pas du tout. C'est une malédiction. Chantal Camara est prête à tuer les enfants des autres et croit préserver ses propres enfants. Chantal Camara, je ne vais pas me montrer ici les images des ministres népalais, des présidents d'institutions népalais. Allez regarder le Népal, ce qui s'est passé en 48 heures. Les jeunes ont fait tomber le gouvernement. Mais vous pensez que c'est réellement parce que Facebook, TikTok, WhatsApp avaient été suspendus? Non! C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Népal n'est pas venu comme ça. Le Népal n'est pas venu comme ça. Le Népal est au bout du monde. Mais pourquoi cette tourmente dans la même période que les Ivoiriens qui sont frustrés par un gouvernement? Est-ce qu'à travers le Népal, Dieu n'a pas envoyé un message au peuple ivoirien? Vous vous rappelez du printemps arabe? Ça a commencé en Tunisie et ça a affecté les autres pays arabes, à l'exception du Maroc, qui est une monarchie. Le Népal n'est pas un cas isolé. J'ai toujours dit quelque chose quand je parle avec vous. J'ai toujours dit, si vous croyez que ce qui se passe de l'autre côté n'a aucune connexion avec nous, j'ai dit, votre place n'est pas de venir regarder Keïta. Prenez votre argent, allez faire quelque chose avec. Parce que moi, je ne déconnecte rien. Nous sommes dans un monde. Et le monde est interconnecté. Ce qui vient de se passer au Népal, à moins de 48 heures, un gouvernement aussi puissant que celui du Népal est tombé. Allez regarder, tout est parti en fumée. L'Assemblée nationale, la présidence, les institutions que vous connaissez, allez-y regarder. Même les résidences des ministres. Les ministres malchanceux ont été tués. Je vous ai dit qu'on va enlever des ministres, on va les mettre en calba. Ça, j'ai vu au Népal. Des ministres en calba. Juste
un petit calba, un petit slip, bastonné par le peuple jusqu'à ce qu'il succombe. Même l'ancienne femme du premier ministre actuel, enfin, avant qu'il ne démissionne, sa femme, parce qu'elle était ministre de la Justice, je crois, ministre de la Justice, oui, ils sont allés la prendre chez elle. Ils n'ont pas regardé, elle était vieille, ils n'ont pas regardé, ils ont mis le feu à sa maison. Et elle est morte suffoquée chez elle. Je voudrais demander aux gens du RHDP, je suis convaincu que vous n'allez pas retenir. Parce que Dieu a toujours agi ainsi. Quand il agit, pour que les bienheureux comprennent. Mais les maudits, les pharaons, ne comprendront pas. Les enfants de Satan ne comprendront pas. Ouattara croit qu'il tient toujours le pouvoir. Mais moi je dis, même si 100 000 seulement sortent à Abidjan aujourd'hui, demain matin le pouvoir de Ouattara tombe. Sur le champ, 19 personnes sont tombées sous les balles assassines des policiers. Plus on tirait sur eux, plus ils avaient de l'énergie. Plus ils revenaient plus déterminés. Jusqu'à ce que le pouvoir tombe au Népal. Et le pouvoir est tombé. Le président dit, il dit, oh non, mais premier, il dit, les jeunes Z, les jeunes Z, ils disent, nous-mêmes on a notre premier ministre qu'on va proposer. C'est nous, on a fait partie du gouvernement, tu ne choisiras rien. C'est nous, on va proposer notre premier ministre. Le président dit, tout ce que vous allez choisir, je suis d'accord avec vous. Ouattara n'a pas encore compris que le pouvoir n'est pouvoir que quand le peuple accepte de reconnaître ce pouvoir. Dès l'instant où le peuple, dans sa grande majorité, ne reconnaît plus le pouvoir, c'est fini pour le pouvoir. Et nous demandons au peuple de Côte d'Ivoire, réfléchissons ensemble. Est-ce que ce pouvoir-là, vous le voulez encore? Le président Laurent Gbagbo a fait fort. Je remercie le courage des deux hommes, Afin Guissant, Laurent Gbagbo. Je vous ai dit, le temps de Dieu viendra où les deux hommes-là, ils vont se retrouver. Vous êtes pressés, moi je ne suis pas pressé. Je sais qu'Afin Guissant est un politicien doué de bon sens. Le moment viendra où il va aller. On a insulté Afin. Aujourd'hui, il allait. Si vous ne voulez plus de ce pouvoir, restez à l'écoute. Le jour où on vous dira de sortir, alors il faut sortir. Ce n'est pas 2020. Et je le répète, si vous voulez être certain que les policiers n'aient pas une marge de manœuvre, les encagoulés, vous savez où ils se trouvent. Vous allez brûler Sobreko comme ils ont brûlé la présidence, le parlement, l'hôtel Hilton au Népal. Vous allez brûler l'hôtel Sobreko. Si vous commencez votre manifestation, la première cible, c'est l'hôtel Sobreko. C'est moi, je vous dis ça. La première cible, c'est l'hôtel Sobreko. Vous allez là-bas, vous brûlez d'abord l'hôtel Sobreko. Parce que tant que vous allez laisser l'hôtel Sobreko, vous allez compter beaucoup de morts. Brûlez l'hôtel Sobreko d'abord. Emparez-vous des armes à l'hôtel Sobreko, comme les Népalais ont récupéré les armes sur les policiers. Mais c'est ce qui a changé. Moi, je le dis. J'assume ce que je dis. Ils sautent avec des armes. Faites tout pour récupérer les armes qu'ils ont sur eux. Et vous retournez ces armes contre eux-mêmes. C'est tout. Et ce n'est pas Dieu. Je ne dis pas 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, même 1000 personnes ne sortez pas. Même 50 000, c'est petit. Si vous ne pouvez pas sortir 200 000, 300 000, 500 000, ne sortez pas. Mais le député a salé, j'ai vu, j'allais en venir, il ne faut pas te presser, je vais venir. Timoko a parlé, j'ai dit, allez, donnez ma vidéo à Timoko. Il a fait une conférence de presse avec l'ancien préfet d'Abidjan, comment il s'appelle? L'ancien préfet là, comment il s'appelle? Toby Iri.
Mais le langage d'Assalé n'est pas le langage qu'il a tenu après, parce qu'après il est sorti, je crois qu'il a vu ma vidéo, il est sorti déterminé, il a dit ça ne passera pas, parce qu'il a compris. Alors moi je vais juste ouvrir une parenthèse. La prostituée de présidente du Conseil constitutionnel, moi je veux bien qu'on nous explique. Il y avait 60, écoutez bien, 60 candidats. Et chaque candidat devait avoir au moins 75 000 signatures. Prenez même 70 000 signatures. Est-ce que vous pensez le délai de... Attendez. C'est pas vrai. La commission électorale indépendante a transmis les dossiers quel jour? Combien de temps Chantal Camara peut dire qu'elle a pris pour analyser chaque candidat, le parrainage de chaque candidat, jusqu'à arriver à la conclusion de Babo Laurent? D'ailleurs, moi, je vais demander au PPACI, au Front Populaire Ivoirien, à Timoko Assali, au PDCRDA de porter plainte contre la CEI. Parce que s'il y a des cartes, elle a dit, des inscriptions, comment elle appelait ça même? Donne-moi le nom là. Elle a dit, invalide, faux numéro de carte nationale d'identité. Est-ce que c'est le PDCI qui a inscrit ça? Est-ce que c'est le Front Populaire qui a inscrit? Est-ce que c'est ADCI, c'est ça, ADCI, c'est ça de Timoko Assali? Mais, et puis, je vais ouvrir une deuxième parenthèse dans parenthèse. Ma maman Simone Babo, c'est vrai, je fais ton combat, mais il y a quelque chose que tu as dit qui m'a fait mal. Maman Simone, tu ne devais pas dire ça. Je te respecte trop, tu n'aurais pas dû dire ça. Donc, tu dis ça parce que tu as été retenu. Et si tu n'avais pas été retenu, tu allais dire quoi? Tu dis, le Conseil constitutionnel a bien travaillé. Simone Babo, c'est ce que tu as dit. Eh, Simone. Eh, Madame Babo. Là, toi-même, tu es plein de contradictions, maman. Je suis ton fils, hein. Je peux pas te renier. Mais quand la maman fait des erreurs, maman, ici, là, c'est une erreur grave que tu as faite. Tu ne reconnais pas la compétence de la CEI. La CEI a fait des erreurs. Et c'est sur cette base que toi, tu as été retenu. Et tu dis que le Conseil constitutionnel a bien fait. Ah, Simone, tu es plein de contradictions ici, maman. Bon, non, ça là même, on va laisser ça, Camille. Il faut laisser ça, Kwadjo. Il faut laisser. Moi, je fais ton parole, maman Simone. Mais le langage là, franchement, ça m'a surpris. Quand tu as tenu ce langage là, ça m'a surpris. Ce n'est pas toi qui allais déposer ton dossier au Conseil constitutionnel. L'institution que tu dis, il faut changer, il faut réformer là. L'institution que tu critiques là, c'est cette institution qui a mené les dossiers. Et toi, tu dis, la CEU a statué, c'est-à-dire la légitimité même de la décision du Conseil constitutionnel ici même est. Je suis désolé, Simone. Là, tu n'as pas, franchement, tu nous as tous surpris, tu nous as déçus. J'ai pas encore, ne sois pas pressé, Pierrette, faut pas te, Pierre, c'est ça? Pierrette, faut pas te presser. Alors, maman Simone, c'était la petite parenthèse, comme tu es ma maman. Moi, j'aurais souhaité voir ça peut-être à un Charles Blé Goudé, ou bien quelqu'un d'autre. Parce que ce qui allait sortir de ma bouche, là, c'est Dieu seul qui connaît. Mais, je t'aime tellement, et je te prends tellement comme une mère, ça m'a tellement fait mal d'entendre ça de ta bouche. Non pas parce que Babo n'a pas été retenu, ou Cheikh Tidjanta n'a pas été, ou Afingessa, mais de voir que à partir du faux, toi tu as été retenu et tu trouves que ils ont bien fait. Alors que tu as contesté l'institution qui a mené ton dossier là-bas. Je sais pas, je suis un peu perdu, maman Simone. Moi, j'ai pas envie de dire aux Ivoiriens de ne pas te faire confiance. Mais est-ce que tu penses réellement que les Ivoiriens vont vraiment te porter leur choix? Je ne crois pas, Simone. Parce que là, les Ivoiriens vont découvrir. Parce que moi aussi, je ne peux pas me taire à cause de toi. C'est vrai que je ne vais pas t'attaquer, ça c'est clair, tu es ma maman. Mais je vais démonter le Conseil constitutionnel à CEI. Donc, les Ivoiriens vont tirer. Dans tous les cas, nous, on n'est pas sûr qu'il y a élection. Mais. Voilà. Nous, moi, il y en a certains qui ne voudront pas élection. Inch'Allah. Alors, donc, je ferme cette parenthèse. Alors, regardez ce qui se passe. Ces gens-là se croient intouchables. Mais le Népal vient d'envoyer un message clair. Et je le répète,
Si les Ivoiriens ne sont pas 200, 300 000, ne sortez pas. Sortez. Maintenant, s'il y a un policier qui est garçon qui peut affronter 200 000, 300 000, s'il y a un encagoulé qui est garçon qui peut affronter 200, 300 000, sortez. Au moins, le monde saura qui est Ouattara. Et la CPI sera là. La manière dont Charles Taylor a été entraîné de force, je veux que Ouattara se rappelle de ça. Quand Taylor, après cette bêtise, est allé se réfugier au Nigeria, les Américains qui ne sont même pas membres de la CPI ont dit on vous donne un délai pour nous livrer Charles Taylor ou pour livrer Charles Taylor à la CPI. Mais le délai n'est pas fini. Le Nigeria voulait faire gros dos. Quand la liste des sanctions est sortie, Taylor lui-même a dit ce n'est pas à cause de moi. Donc je quitte le Nigeria. Parce que un Nigérien pouvait le tuer dans la rue. Il savait que sa sécurité était plus garantie. Donc aller à la CPI était plus sûr pour lui que de rester au Nigeria. Donc, Alassane Ouattara, je fais ce rappel de Charles Taylor pour te dire qu'il n'y aura pas un pays où tu iras te cacher. Parce que si tu crois que comme en 2020, tu vas faire un passage en force et puis justifier ça avec les Simone, nous on s'en fout de Don Melo, on s'en fout que Simone Gbagbo soit retenu, on s'en fout de Jean-Luc Billon. Et puis s'ils s'amusent à vouloir tenir un certain langage, et subhanallah, on va pas les louper. On va pas les louper. La question n'est pas que Laurent Gbagbo n'a pas été retenu. C'est pas ça la question. C'est la manière. Parce que posez-vous la question. 60 candidats, est-ce qu'elle peut nous dire, avec honnêteté, qu'elle a regardé chaque dossier? Elle n'a pas regardé chaque dossier. Et comme Maître Abiba l'a relevé, c'est la commission électorale indépendante qui devait publier la liste provisoire. Comme même chose avec les résultats du vote. C'est la commission électorale indépendante qui publie les résultats provisoires des élections. Et c'est le Conseil constitutionnel qui publie le résultat final ou bien la victoire finale. C'est la même chose avec la liste des candidats. Donc, la Constitution a été biaisée dès le départ. La commission électorale indépendante qui devait afficher la liste provisoire a refusé de le faire. Et c'est le Conseil constitutionnel qui le fait. La Constitution ne prévoit pas ça. Maman Simone Gbagbo, mais tu n'as pas vu ça. Donc tous ceux qui se félicitent là, vous êtes tous des traîtres de la République. La Constitution a été violée et vous ne dites rien. Ce n'est pas tout. On dit c'est à 10 jours des élections que le Conseil constitutionnel doit publier la liste définitive. Parce qu'on s'est dit qu'elle allait prendre tout le temps, enfin, et le Conseil, autant pour moi, allait prendre tout le temps pour regarder candidat après candidat. Regarder les... Mais ça n'a pas été fait. Et puis elle vient, 33 000 hectares donnent des chiffres bidons, sans donner les régions. Cette femme-là, de toute façon, je regardais sa gueule tirée. J'ai dit, mais attends, c'est la même là. Elle doit être comme sa soeur Kandia Kamara. Elle doit être vraiment une femme légère. Les femmes criminelles comme celle-là, vous allez voir, les enfants de cette femme-là sont des bâtards. Ça, et quand je dis bâtards, ces enfants, je sais de quoi je parle. Ce sont les enfants de ces personnes pareilles. Quand vous les voyez, moi j'ai côtoyé certains comme ça aux États-Unis. Ils ne valaient rien. Les filles, elles sont légères, des prostituées que tout le monde saute au passage, excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Et les petits garçons, ils se croient plus américains que les Américains eux-mêmes, ils deviennent des drogués. Ils fument la drogue parce que l'argent des contribuables est volé pour leur acheter un véhicule.
Il y avait une jeune fille comme ça avec son frère, dont les parents étaient des voleurs en Côte d'Ivoire. Et vous savez quelle voiture les deux petits la conduisaient? Et le petit était le plus fainéant et le plus idiot. Sa sœur, au moins, elle était engagée. Mais l'enfant était fainéant. Il ne foutait rien de ses deux. Alors qu'ils étaient là-bas pour étudier. Souvent, je causais avec sa sœur. Il dit, mais ton frère, là, comment il est? Elle dit, Keita, c'est comme ça il est. Il passe sa journée à dormir à la maison, il fait rien. Mais les parents envoient l'argent chaque fin de mois pour payer leur maison. Comme les véhicules là-bas, ça fait que souvent, les véhicules, vous pouvez payer cash comme vous pouvez payer par mois. Mais c'est leurs enfants là, vous les voyez. Moi, j'ai connu des gens comme ça. Et Bâtard qui est à la tête du Conseil constitutionnel là, ces enfants là, je ne sais pas dans quel pays ils sont. Mais vous n'avez qu'à voir comment ils vivent. Si jamais elle a des enfants. Vous avez vu le fils d'Adjoumani? Denis Pachoko, il a fait cassement des papos. Comment il est raté? Adjoumani, avec le fils de Kouyaté, là, les voitures qui sont là achetées avec l'argent du contribuable. Une voiture, il y a une voiture qui fait à peu près 100 millions, il y a une autre qui fait à peu près 200 millions. Le fils d'Adjoumani, là, je crois, son fils à peu près 100 millions. Non, plus que ça, hein. Et le Kouyaté, lui, son fils, là, ça faisait à peu près 100, j'ai calculé quand il a donné les différents prix, le fils de Kouyaté a à peu près 200 millions de francs CFA. La Mercedes qu'il conduit. Le Kouyaté qui n'est que directeur général de la police. Son fils conduit une voiture de 200 millions en Europe. Et le fils d'Adjoumani, une voiture de plus de 100 millions. C'est à cause de ces raisons que les Népalais, la corruption, que les Népalais sont sortis. Kouyaté qui fait la grande, il est derrière la police nationale. Mais je vous en prie, j'ai pas envie de dénigrer 180. Ok, merci Clemsa. Je n'ai pas envie de dénigrer, mais disons-nous la vérité. Je n'ai pas envie de dénigrer la police, mais je n'ai jamais vu une police devant une démonstration de force qui a pu tenir. Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu. Aucune police au monde ne peut contenir 200, 300, 400, 500 000 personnes. Ça n'existait pas. Parce qu'à un moment donné, les policiers eux-mêmes, la violence qu'ils vont pratiquer, premier, deuxième jour, eux-mêmes seront traumatisés. Ils ne peuvent plus tenir. Eux-mêmes, ils vont laisser et puis fuir. Il suffit que le peuple soit déterminé. Il suffit que le peuple soit engagé. Il suffit que le peuple dise, on n'acceptera pas. Parce que le problème, c'est quoi? Je donne le scénario, comme j'ai eu l'occasion de le voir dans certains pays. C'est le fils de Tito. Ah, merci beaucoup. Merci pour la rectification. Pardon, c'est pas Kouyaté. Merci beaucoup, mon frère. Merci, merci. Je n'ai pas dit ton nom, mon frère Yo, mais merci pour la rectification. C'est le fils de Tito. Merci beaucoup. C'était une erreur. C'est pas Kouyaté, mais c'est Tito. Alors, Tito, qu'est-ce qu'il lui fait pour que son fils conduise une voiture de 180 millions de francs CFA? Je lui mets 180 millions de francs CFA. Lui, il fait quoi? Alors, je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. J'ai vécu ça, et puis, il y a des scènes similaires que j'ai vues. J'ai vécu en Côte d'Ivoire avant de le vivre directement aux États-Unis. Et puis, je l'ai vécu aussi à travers des images, des reportages de journalistes qui ont suivi la même réalité. Quand le peuple sort le premier jour, l'ordre qui est donné, mater pour ne pas que le lendemain, ils aient l'intention de sortir. Mater pour que la nuit porte conseil. Mater pour ne pas qu'ils sortent le lendemain. Donc, le premier jour des affrontements, la police est véritablement violente. Si vous sortez le deuxième jour, on dit vous n'avez pas fait assez. Matez encore. Quand vous sortez le troisième jour, le quatrième jour, en général, deuxième, troisième jour, la police ne peut plus tenir.
La police peut plus tenir parce que les manifestants, c'est quand vous faites 2 heures de manifestation, 3 heures, mais quand vous faites une journée de manifestation, les mêmes policiers ne peuvent pas. 2 jours après, eux-mêmes sont fatigués. Ils peuvent plus. Les policiers eux-mêmes peuvent plus. Donc souvent, ils se mettent à côté et puis vous laissent passer. Nous disons aux Ivoiriens, si vous laissez Ouattara, après avoir tué des Ivoiriens, et les encagouler, oh là là, les encagoulés sont allés, c'est pas grave, les encagoulés sont allés, je crois c'est à Bonoa, les encagoulés sont allés un peu partout. Je crois que c'était avant-hier, ils ont fait des enlèvements. Vous voulez que cela s'arrête? Le choix vous appartient. Vous pouvez changer les choses. Il est important qu'à un moment donné, que les Ivoiriens se disent, qu'est-ce que je veux? Parce que souvent le combat qu'on mène, c'est pas le combat pour nous-mêmes. Moi, j'ai pas besoin de venir chaque fois m'asseoir pendant 2 heures pour vous parler. Je le fais pourquoi? Pas seulement à cause de mes enfants, mais à cause des enfants de chacun de vous et chacun de nous. Zikiso, merci beaucoup. Donc, le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est pour éviter que nos enfants deviennent des esclaves de ces voleurs de la République, ces corrompus et corrupteurs. On ne peut pas les laisser comme ça. On ne peut pas. Donc le combat, évidemment, à un moment donné, il y a ceux qui racontent le combat et il y a ceux qui sont là comme une sorte de relais pour que le combat ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on obtienne des résultats. J'ai toujours été contre la violence, même si mon langage semble un peu violent par moments. Je me suis toujours opposé à la violence. Mais si le seul langage est de dire non, on ne veut plus, on est fatigué. Et ça, c'est la réalité. Ce que nous faisons, regardons de près. Quelle est cette vie? Quelle est cette vie que les gens nous servent? J'étais en train de fouilleter un peu mon téléphone et puis je suis tombé sur des photos de la ministre de la désintégration familiale, la prostituée là. J'ai vu comment elle était, sa bouche était tordue, son visage était gonflé, on dirait quelqu'un qui voudrait bouffe le tout. Et puis du coup, elle s'est tellement rechemisée avec les produits de blanc, elle est devenue plus claire. C'est elle qui va nous donner le son. Il prend sa son, la regarde, il dit, mais toi, voleuse, la corrompue, là, tu peux donner le son à quelqu'un. Toi, t'étais balle perdue de David, le fils de Ouattara. Jusqu'à ce que tu tires sur quelqu'un qui passait, qui t'a regardé ses lèvres, puis on t'a, toi, t'es femme. Quand vous regardez Cissé Bakongol, c'est un homme de moralité. Quand vous regardez Adama Bitogo, quand vous regardez Photocopie aujourd'hui, regardez Ouattara lui-même. Quand je vous dis que Ouattara est au stade terminal, il est au stade terminal, je vous en prie. Mais alors, la question qu'on devrait se poser, est-ce que Ouattara, qu'est-ce que nous allons faire par rapport à Ouattara? Il faut montrer à Ouattara ce que Ouattara n'a jamais vu. Il faut montrer à Ouattara ce que Ouattara n'a jamais imaginé. Laurent Gbagbo est en train de recevoir, il a reçu. Souffrons tous que les choses ne se fassent pas dans la précipitation. Laissons le président Koudou Laurent Gbagbo faire les choses comme il se doit, non pas dans la précipitation. C'est un homme de terrain, c'est un homme d'expérience. Ne précipitons pas les choses. Il a dit, Ouattara ne fera pas de 4e mandat. Et moi, j'ai la certitude que Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Mais pour que ce 4e mandat-là ne soit pas possible, il faut que les Ivoiriens eux-mêmes décident de dire trop c'est trop. Au Népal, le mouvement, c'est le mouvement Gen Z, c'est-à-dire G-E-N et puis Z. Ils appellent ça Gen Z. Ça, c'était leur mouvement. Nous, on a déjà un mouvement en Côte d'Ivoire qu'on appelle trop c'est trop. On ne peut pas accepter. J'ai dit, mais on ne peut pas accepter ce qui est en train d'être mis en place. Parce que si Ouattara passe,
Je vous jure, je vous dis que Ouattara, il n'a rien à peine. Je le répète. Ouattara est sérieusement malade. Ouattara est presque mort. Mais Ouattara veut rembourser coup pour coup tout ce qu'il a subi selon lui. Oufou l'a trahi. C'est comme ça que Ouattara comprend. Il dit les choses. Oufou l'a trahi. Il dit Oufou l'a trahi. Oufou ne l'a pas trahi. Donc, tout ce que le PDCI a fait subir à Ouattara, Ouattara veut faire subir ça aux Ivoiriens. En d'autres termes, Ouattara veut faire la passe de son vivant à son fils Téné Brahima. Après ces élections-là, puisque le cas du vice-président est déjà réglé, il sera plus vice-président en Côte d'Ivoire, c'est fini. Ouattara, il sait très bien, il sait que lui-même, même si jamais, dans sa tête, il se dit que s'il est élu, forcément, Téné Brahima, il va le mettre dans une position où il faut faire la passe. Vice-président, on fait la passe, je ne sais pas trop, mais il va repartir le pouvoir entre ses deux enfants, c'est-à-dire Téné Brahima et la femme de Bruno Nabade Koné qui est à la présidence. Elle peut rester à la présidence, mais il a besoin d'elle comme premier ministre. Il peut la détacher parce que normalement, quand vous quittez le secrétariat général de la présidence, logiquement, vous devenez premier ministre. Parce que là-bas, vous gérez tous les dossiers importants. Donc, pour être premier ministre, c'est plus facile. Elle est premier ministre. Si jamais, c'est dans sa tête, c'est ce qu'il est en train de concevoir. Ouattara est tellement bête qu'il est tellement prévisible que moi, je rentre dans la tête de Ouattara et puis je vois tout ce qu'il veut faire. Après les élections, il prévoit de faire d'elle premier ministre ou premier ministre. Et son fils sera vice-président. Ainsi, le pouvoir sera entre les mains de la famille. Et ils vont trouver quelqu'un qui vont manipuler à la présidence. Puisque la petite ne peut pas être à la présidence et être secrétaire général de Téné Brahima. Si elle est, maintenant, lui, il se retire et puis il laisse les deux avec les manettes. Téné Brahima, président, sa nièce, premier ministre ou premier ministre. Mais les vrais dossiers de son vivant, Téné Brahima, il n'aura qu'un poste honorifique. Le vrai pouvoir sera géré par sa nièce qui est première ministre et elle lui rend directement compte à la maison. Donc, il aura toutes les informations sur le fonctionnement du gouvernement et toutes les décisions, c'est lui qui va les valider avant que ça ne parte au Conseil des ministres pour que Téné Brahima, la poupée téléguidée, tout ce qu'il aura à faire, c'est ça. Voilà le plan d'Alassane Ouattara. Je vous l'ai dit, il sait qu'il est mort, il sait qu'il n'ira nulle part. Donc, fait monter sa nièce au rang de premier ministre et fait monter Téné Brahima au poste de président de la République. Voilà tout le plan. Mais en réalité, les buts de gauche sont là. Ils regardent. Les idiots comme Cissé Bakongo, ils ne seront que des spectateurs. Parce que la petite, elle aura un pouvoir et Téné Brahima aura un pouvoir. Donc cette réalité, est-ce qu'ils voient rien? On est prêt à accepter ça. Nous, on s'implique pourquoi? Parce que le pouvoir RHDP actuel est un pouvoir déstabilisateur pour nous. Ce pouvoir, ce que Ouattara n'a pas réussi, ce sera la même chose comme George Bush aux États-Unis quand moi j'arrivais. Bush le père avait déjà fait un mandat. Et Bush le fils, quand il est arrivé, il voulait racheter les erreurs de son papa. Attaquer Saddam Hussein, qui a défié son père, rappelez-vous. Et quand lui est venu, c'était de laver la fraude de son père et des États-Unis, avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Donc, on a dit, il a âme de destruction massive, mais c'était faux. Aujourd'hui, là, tout le monde sait que c'était faux, mais c'était une occasion pour le fils de venger l'affront du père. Et vous croyez que quand Téné Brahima va venir, ce que son père n'a pas essayé de faire, vous croyez qu'il ne tentera pas de nous faire ça au sein de l'AES? Nous le savons. C'est pourquoi, au sein de l'AES, il n'y aura pas une voix officielle pour dire nous soutenons l'opposition ivoirienne.
C'est pourquoi on nous laisse, nous, parler au nom des peuples réunis, au nom du peuple de l'Iptako Gourma, c'est-à-dire les peuples du Burkina, du Niger et du Mali. Et nos peuples regardent de près ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et nous savons tous que ce régime est un régime corrompu, est un régime criminel. Et nous devons faire tout pour aider les Ivoiriens à ce que le pouvoir de Ouattara tombe. Que les Ivoiriens restent à l'écoute. Que les Ivoiriens se disent la paix a un prix. Les jeunes Népalais se sont levés et les jeunes Népalais ont fait tomber un pouvoir plus dur, plus criminel et plus corrompu que celui d'Abidjan. Le monde reconnaissait le Népal comme étant un pouvoir corrompu. Mais il est tombé en moins de 48 heures. Un pouvoir qui était là pendant plus de, d'après si j'ai entendu, pendant plus de 40 ans. Le pouvoir est tombé. 4 décennies, c'est 40 ans, non? Le pouvoir est tombé. 2 familles géraient le Népal depuis 40 ans. 2 familles. Ils sont tombés. En 48 heures, ils sont tombés. Donc, les Ivoiriens peuvent faire tomber le pouvoir du RHDP à moins de 24 heures. L'arme fatale, c'est la mobilisation. La mobilisation, et moi, je ne dirais pas à 2-3 personnes de sortir contre les encagoulés, contre les policiers. Les policiers, quand les policiers même verront la foule, les policiers vont se mettre à côté. Et ça, je l'ai vu. Et aux États-Unis, je l'ai vu. Et en Côte d'Ivoire, je l'ai vu. Et dans bien de pays encore où les policiers sont sortis en masse, les policiers se sont mis à côté. Les policiers ont été déployés en masse, mais quand ils ont vu la foule, ils se sont mis à côté. Le pouvoir de Ouattara va tomber. Il suffit que le peuple décide de faire tomber ce pouvoir. Vous savez, quand vous êtes en masse, vous réduisez énormément les risques, soit d'arrestation, soit de blessure ou même de mort. C'est quand vous n'êtes pas beaucoup que c'est facile. Mais quand vous êtes nombreux, quand eux-mêmes ils voient la foule en train de... Est-ce qu'il est fou pour s'arrêter? Est-ce qu'ils sont fous pour regarder? Parce que quand on dit la police est sortie en nombre là, mais c'est parce qu'ils sont dispersés. Ils vont essayer de bloquer les différents axes, les grands carrefours, les artères de communication, ils vont essayer de bloquer tout ça, mais vous allez trouver un moyen pour sortir. Et quand vous allez sortir le premier jour, le deuxième jour, vous allez voir que les choses vont changer. Et ce qui m'a marqué au Népal, vous savez c'est quoi? Après, c'est l'armée même qui est venue se joindre à ces gens-là, comme on a vu au Soudan. C'est l'armée même qui est venue se joindre à ces gens-là, et c'est le chef d'état-major. L'armée n'a même pas tiré un seul coup de fusil sur eux, ce que j'ai vu. Les policiers, l'armée a mis la police de côté et l'armée a pris le contrôle de la capitale. Et des institutions qui ont été brûlées, les policiers étaient là-bas. Les gens prenaient photo avec, j'ai dit les policiers, les militaires. Ils prenaient même photo avec les militaires. C'est le nombre qui compte, ivoirien. C'est le nombre qui compte, ivoirien. Sortir en masse, ils ont acheté des armes. Ils ont acheté des gaz lacrymogènes. Ils ont fait des formations. Ils vont dire aux gens de sortir. Mais rien ne pourra contre un peuple révolté. C'est le conseil que je donne. Il faut sortir en masse. Même 100 000, c'est petit à mes yeux. Vous voulez que Ouattara tombe en 24 heures? Sortez 500 000 dans les rues. Et prenez possession de toutes les institutions de la République pour faire tomber Alassane Ouattara. Moi, je le déclare. Ce pouvoir-là, il faut le combattre, il faut le faire tomber. Vous sortez en masse et vous faites tomber, et vous allez faire tomber ce régime. Si c'est 2-3 personnes, je vous en prie, ne le faites pas. En 2020, c'est ce conseil que j'ai donné. On m'a pas écouté. En 2020, j'ai dit aux Ivoiriens, ne sortez pas parce que vous n'êtes pas prêts. Ne sortez pas parce que vous n'êtes pas prêts. On m'a pas écouté. Il y a eu des morts. Le jeune Toussaint, on a vu ce qui s'est passé.
Mais quand j'ai regardé le meeting de Gbagbo et la marche du 9, je me dis, les Ivoiriens sont prêts en 2025. Gbagbo dit, je n'étais pas là, il est là. Vous allez sortir, et sortir en masse. Sortir en masse. S'ils peuvent bloquer les attentats, ils sont combien? Est-ce qu'on a 100 000 policiers en Côte d'Ivoire? On n'a pas 100 000 policiers en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a 100 000 encagoulés en Côte d'Ivoire? On n'a pas 100 000 encagoulés en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a combien? 100 000 militaires? Non. Mais alors qu'on peut sortir 200, 300 000, 400 000, 500 000, alors si on sort même 300 000, qui peut nous arrêter en Côte d'Ivoire? Quel policier? Quel encagoulé? Quel militaire? Ouattara croit, ils veulent la répression, ils veulent la brutalité, c'est pourquoi ils sont en train d'arrêter les leaders pour ne pas qu'on donne le mot d'ordre. Mais vous pouvez arrêter les leaders à Abidjan, mais à partir des réseaux, on nous donne les mots d'ordre, nous on donne les mots d'ordre à Abidjan. Coupez les réseaux. Vous savez qu'on a toujours une technique pour contourner les réseaux. Il y a toujours une technique pour contourner les réseaux. Moi, je suis sur chose, non? Je suis sur, qu'on appelle Starlink, des choses, non? Elon Musk. Il y a des Ivoiriens qui ont Starlink. Elon Musk va jamais couper Starlink. Donc, on peut être sur connexion satellite. Et puis, on va lancer l'information. Moi, j'ai une connexion satellite. Starlink. Donc, je n'ai même pas peur. Je peux être à tout moment. Donc, Dramon, ce jeu-là, tu vas pas le jouer. Il n'y a pas élection en 2025. Et nous allons encourager les Ivoiriens à s'armer de courage. Si le Népal a fait pour lui, il n'y a pas de raison que les Ivoiriens ne fassent pas pour eux. C'est vrai. Et ils ont fait plus de 40 ans de corruption, de dictature. Nous, c'est 15 ans avec ce voleur, ce criminel, ce menteur. Mais il a beaucoup trop fait. Il a fait trop de mal. Les Cissé Bakongo, ils parlent. Je les invite à aller regarder. J'invite le RHDP à aller regarder la chute du gouvernement népalais. Comment est-ce que le puissant ministre de l'économie et des finances, ils l'ont mis en calba et puis ils l'ont mis dans l'eau. Quelqu'un avec un gros bâton derrière lui. Et puis ils ont mis plastique sur sa tête. On le cogne et puis on lui dit d'aller. Les femmes, on les a arrêtées, on les a déshabillées avec slip et soutien. Femmes ministres. Mais est-ce que vous croyez que vous êtes à l'abri? Vous n'êtes pas à l'abri. Le Népal n'est pas venu pour rien. C'est un signe annonciateur. C'est pour dire aux Ivoiriens, préparez-vous, votre heure de gloire arrive. Vous allez faire tomber ce régime. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. S'ils sont intelligents, ils vont commencer à réfléchir sérieusement. Parce que rien de bon n'a été dit par cette maudite appelée Chantal Camara, cette malédiction. Chantal Camara, tu veux tuer les enfants des autres à travers ton jugement et croire que tes enfants seront épargnés? Il faut t'asseoir. Mauvaise nouvelle va tomber dans tes oreilles, Chantal Camara. Vous la connaissez? Je sais que vous venez tous, les gens du renseignement et DST, là, je sais que vous êtes là. Hein? DST, vous êtes là, non? D'accord. Allez dire à Chantal Camara que moi je dis, elle n'a qu'à, je sais pas où se trouvent ses enfants. Comme vous-même vous le dites, vous les gens de la DST, vous dites que vous avez peur quand je parle. Dites à Chantal Camara que je dis, elle va recevoir une nouvelle de ses enfants. Si tu n'as pas ramassé quelqu'un, parce que tu ne peux pas faire du tort aux enfants des autres et croire que Dieu va épargner tes enfants. La justice va commencer par vos propres enfants. Adjumani, tes enfants là, ça arrive, tu es pressé, nous on n'est pas pressé. DST, dites à Adjumani que Keita dit, nouvelle arrive. Tous ceux qui ont volé l'argent des Ivoiriens, mais vous avez mis vos enfants dans les grandes écoles. DST, comme vous êtes là, envoyez le message à tout le monde. Vous enregistrez, non? Coupez la partie DST et puis faites-le écouter. Chacun va recevoir une nouvelle de son enfant. Cette année-là, c'est pas 2020. Cette année-là, Dieu va frapper comme il a fait en Égypte tous les premiers-nés. Mais vous, ce ne sera pas les premiers-nés. Parce que vous ne méritez pas d'être traités comme les Égyptiens. Mais Dieu va frapper. Vous tous qui avez volé pour envoyer vos enfants à l'extérieur.
et tous vont connaître la colère de Dieu. Comment, je ne sais pas. Mais en tout cas, 2025, là, beaucoup connaîtront la colère de Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Non seulement vous volez l'argent des gens, vous envoyez vos enfants vivre avec l'argent des Ivoiriens, et vous dites encore que les Ivoiriens sont des idiots. Et vous dites encore que vous allez faire ce que vous voulez. Alassane Ouattara, pour toi, c'est petit. Bruno Nabane connaît. DST, vous êtes là encore là. Dites à Bruno Nabane connaît que je dis. Sa petite femme-là, elle n'a qu'à le regarder ce qui est arrivé aux femmes qui jouaient les durs au Népal. Elle n'a qu'à le regarder. Je vous dis, Népal, là, c'est pour vous, RHDP. Népal, là, c'est pour vous, RHDP. Népal, là, c'est pour vous, RDR. Allez-y, regardez. Vous n'allez pas échapper. Peuple de Côte d'Ivoire, ça a été un réel plaisir. Nous allons mener ce combat. Le président Gbagbo, je l'ai dit, il a rencontré le président Finguessan. Et ça a été pour moi une grande joie de voir que le président Finguessan est allé. Et j'ai vu le député maire Assalé Tchimoko, qui n'a pas pu avaler la couleuvre. Il est venu et il a tapé. Il a compris. Rien ne justifie, parce que Assalé Timoko, il a compris mon message, on lui a fait écouter. Je lui ai dit, mais Assalé, on t'a prévenu. Il y a un baron du RHDP qui t'a appelé pour te dire, tu ne seras pas candidat, et tu n'as pas été candidat. Est-ce que vous croyez qu'on doit aller à des élections comme ça? Soyons sérieux. Quel temps elle a pris pour dénombrer le nombre de cas d'identité invalides, un double parrainage? Elle a pris le temps pour... Attends, il a fait double parrainage avec qui? Pour Simone Gbagbo, on n'a pas regardé. Pour Jean Bion, on n'a pas regardé. Mais pour Gbagbo, on a trouvé. Pour Tidjane Thiam, on a trouvé. À Saleh, on a trouvé. Et quand Chantal Camara, pourquoi tu es mauvaise comme ça? Pourquoi tu es mauvaise, Chantal Camara? Pourquoi tu es mauvaise, Chantal Camara? Alors, peuple de Côte d'Ivoire, le moment viendra où le destin de la Côte d'Ivoire va s'écrire sur une nouvelle page. Et cette page-là, chacun doit déterminer sa responsabilité. Est-ce que je veux être partisan de cette Côte d'Ivoire nouvelle? Parce que moi, souvent, quand je m'assois et puis je parle à certaines personnes, vous savez, c'est comme si Dieu me disait quelque chose que je n'arrivais pas à saisir. Mais je crois que je viens de recevoir clairement maintenant, donc je vais vous le dire simplement. Il me dit, Keïta, tu vois, 89, 90, 91, 92, dans beaucoup de pays francophones, il y a eu ce qu'on appelle le multipartisme, c'est pas ça? En Côte d'Ivoire, il y en a eu. Mais dans beaucoup de pays, il y a eu coup d'État. Changement de régime. En Côte d'Ivoire, il faut faire tout. Et la Côte d'Ivoire n'a pas connu. Et c'est à cause de Ouattara que la Côte d'Ivoire a connu sa première guerre. À cause de Ouattara. En 2002, à cause de Ouattara. Septembre 2002. 19 septembre 2002. Et ensuite, après les élections, contestation, 2010-2011, il y a eu une crise. Et c'est Ouattara qui est à l'origine de tout ça. C'est comme si Dieu me dit, jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas retrouvé véritablement le chemin de la vérité. Ça veut dire quoi? La véritable démocratie, les Ivoiriens ont été privés. Ouattara est un imposteur. C'est comme ça que j'ai compris le message de Dieu. Il dit, il y aura une nouvelle page de la Côte d'Ivoire qui n'aura rien à voir avec Alassane Ouattara. C'est comme si les 15 ans là, c'est 15 ans passés pour Dieu même, ça fait même pas... On va en parler, hein, parce qu'on a vécu ça. Mais en réalité, Dieu ne voit même plus Ouattara comme un élément important dans la vie de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il a menti à tout le monde, il a manipulé tout le monde, il a trahi tout le monde. Donc le message, c'est comme s'il me dit, la Côte d'Ivoire va écrire une nouvelle page de sa vie politique.
une nouvelle page. Mais cette page-là n'aura rien à voir avec ce que les Ivoiriens ont vécu avec ce menteur, ce criminel, ce voleur Ouattara. Donc cette page, elle sera écrite. L'écriture peut être douloureuse. Parce que le voleur et le criminel ne voudra pas laisser comme ça simplement le pouvoir. Il va vouloir s'accrocher. Et ce sera la partie douloureuse. Il dit, mais quand les Ivoiriens vont reprendre, et ça je vous donne tel que je comprends, quand les Ivoiriens vont reprendre leur pays, ils vont écrire une nouvelle page telle que Houphouët l'a souhaité. Parce que les Ivoiriens se sont trahis eux-mêmes. C'est pourquoi ils vivent cette situation avec Ouattara. S'ils avaient été solidaires, Ouattara ne serait jamais président. Donc, cette analyse, j'étais en train de chercher à savoir comment, je vais être honnête avec vous, c'est-à-dire que c'est comme si l'Esprit de Dieu me ramène en 90, 91, c'est-à-dire 89, 90, 91, 92, avec les changements de régime en Afrique, les coups d'État, vous avez vu un peu les pays où vraiment ça a été un peu compliqué. Et puis j'ai dit, mais comment moi je peux expliquer ça et puis les Ivoiriens vont comprendre. Bon, souvent quand ça arrive là, et puis Dieu est tellement fort, il amène un autre sujet pour ne même plus que tu réfléchisses à ça. Pour ne même plus que tu réfléchisses à ça. Parce que au moment opportun, lui-même, quand il va te ramener, il va te donner les idées, comment il faut en parler. Parce que quand c'est venu, j'ai dit, mais comment je vais expliquer aux Ivoiriens, comment ils vont comprendre qu'ils n'ont pas encore vécu leur véritable transition. Ce que Gbagbo a donné, qui malheureusement a été autre chose. Quand il est venu, il a été attaqué. Faut pas qu'on se blague. Donc, Gbagbo n'a pas gouverné, il a géré une crise. Et les bâtards qui sont au pouvoir, Gbagbo n'a rien fait. Gbagbo n'a pas gouverné la Côte d'Ivoire. Gbagbo a géré la crise. Et il a été chassé du pouvoir par les armes. Donc, Gbagbo n'a jamais gouverné la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on soit clair sur ça. Gbagbo n'a pas gouverné. Gbagbo a géré une crise qu'on lui a imposée. On a coupé le pays en deux. Maintenant, 2010 devait être la réunification et la nouvelle écriture. Et entre nous, Ivoiriens, enfin, excusez-moi, à l'époque, j'étais encore, avant que je sois définitivement malien. Donc, il y a eu la trahison. Et la trahison, je ne vais pas rentrer dans les détails, on sait qui a trahi qui à l'hôtel du Golfe. D'accord? Je ne vais pas rentrer. Et maintenant, les Ivoiriens doivent se retrouver. Après la trahison de l'hôtel du Golfe, les Ivoiriens sont en train, parce que Gbagbo est parti, il a payé pour quelque chose qu'il n'a pas commis. Donc, il faut rétablir la justice. Gbagbo va remarcher dans cette justice. Je ne sais pas s'il sera président. Je ne sais pas si Thiam sera président. Mais je parle de façon, en tout cas, c'est un Ivoirien véritable qui sera au pouvoir. Est-ce que c'est Gbagbo? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Tidiane Thiam? Je ne sais pas. Un des deux, ou bien c'est Soro? Je ne sais pas. C'est qui? Je ne sais pas. Donc ne me demandez même pas qui sera présent, qui ne sera pas présent. Je ne peux pas vous dire qui sera présent, je l'appelle. Mais je sais que le pouvoir doit changer. Ça, au moins, c'est une certitude que j'ai. Le pouvoir va changer. Et j'ai la certitude absolue que le pouvoir va changer. Maintenant, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne parle pas dans l'air. Et quand je dis, vous pouvez aller vérifier, ou bien vous pouvez prendre pic, écrivez Keïta a dit ça. Hein? Si ça ne se fait pas, moi, vous pourrez m'insulter. Voilà. J'ai dit toujours, moi, quand je parle, toujours, quand c'est Dieu qui met dans ma bouche, moi, je parle. Vous n'êtes pas d'accord, c'est pas un problème. Marquez, dites le menteur Keïta a dit ça. Mais si ça s'accomplit, là, vous prenez, vous m'appelez Keïta, pardon, on t'avait traité de menteur. Mais vraiment, ce que tu as dit, on a vu dedans. Donc, je répète, moi, je m'en fous des sacrifices humains de Ouattara. Moi, je parle au nom de Dieu et je me tiens devant le trône de Dieu et je dis, les sacrifices humains, je m'en fous combien d'albinos il a sacrifié. Je m'en fous combien de bébés il a sacrifié. Je m'en fous combien de personnes il a tué. Et moi, je vous le dis, c'est terminé. Ça fait combien d'années je dis ça? Que Dieu a tourné le dos à Ouattara. Ça fait combien d'années je vous dis ça? D'accord? Je m'en fous du nombre d'albinos qu'il a enterré. Wallahi, Allah est témoin. Il ne sera pas président. Même s'il veut s'accrocher, il risque de mal finir plus que Kadhafi. Mal finir plus que Patrice Lumumba. Et il sera humilié. Mais
Dieu sait comment il va gérer Alassane Ouattara. Ça, c'est pour moi, je dis seulement pour moi. Donc, je reviens pour dire aux Ivoiriens. La nouvelle page de l'histoire. Vous savez, Élie, il a sa façon de vous dire, moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Mais chaque fois que je parle, prenez ce que je dis et allez vérifier par rapport à ce que Élie va vous dire. Moi, ce que je dis, c'est toujours en avant sur Élie. Je n'ai jamais parlé après Élie. J'ai toujours donné mes informations avant Élie Pada. Et il ne fait que confirmer, il n'est pas le seul. Hein. Sanogo, les grands, les prédicateurs musulmans, ils ont peur de parler, sinon eux-mêmes là. Quand ils prient, Dieu leur montre, mais ils ont peur de parler. C'est pas que c'est les chrétiens seulement qui font ces révélations. Même les musulmans, mais ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur de dire la vérité. Alors, donc, peu importe que ce soit Élie ou que ce soit un prédicateur musulman, personne ne pourra remettre ça en cause. Il y aura une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire, une page qui va s'écrire. Évidemment, la première page sera en sang, faut pas en se blaguer. Il y aura la répression, mais cette répression, elle va passer. Parce que les Ivoiriens déterminés et engagés vont aller jusqu'au bout. Peu importe, je vous ai dit, Ouattara, il est je le répète, Ouattara est au stade terminal de 2 maladies graves. Même si ce n'est pas ça, Dieu ne voudra plus voir Ouattara au pouvoir. Dieu ne veut plus de lui. Et Ouattara, ce qu'il fait aujourd'hui n'a rien à voir avec Dieu. Il est rentré dans le mysticisme par des sacrifices humains. Il le fait. Il fait les sacrifices humains. Il peut boire autant de sang qu'il veut. Mobutu Sese Seko, il y avait Mobutu Sese Seko, Jean Bébel Bokassa. Il n'y avait pas plus criminel comme eux. Comment il s'appelle le Libérien là, le Libérien qu'ils ont tué dans la rue là, comment il s'appelle? Celui qu'ils ont dépêché dans la rue là, le président libérien. Celui qui était à l'origine de la guerre civile au Libéria. Donnez-moi son nom, je vous en prie. Samuel Doe. Merci beaucoup, Samuel Doe. Samuel Doe, vous avez vu l'humiliation de Samuel Doe? Si Ouattara veut tester Dieu, je vous jure au nom de l'Éternel, si Ouattara veut tester Dieu, Ouattara sera humilié pire que Samuel Doe. Que la DST garde ça parce que je sais qu'ils sont là. Gardez ce que je dis aujourd'hui comme archive sur vous, DST. Et asseyez-vous pour, si il veut, je répète, s'il veut contester la volonté de Dieu, s'il veut continuer avec cette entreprise qu'il a commencé avec Chantal Camara. Chantal Camara, elle, sa fin sera terrible. Ouattara, Samuel Doe, sa mort sera petit à côté de ce que les Ivoiriens vont te faire si jamais tu ordonnes qu'on tue les Ivoiriens. Je prie que tu aies le temps parce que le premier ministre népalais, il a eu la chance de monter dans l'hélico et puis il est parti. L'armée l'a fait exfiltrer rapidement, il a quitté le pays. C'est pourquoi je dis aux idiots là, je parle à Daouda, le bâtard de Daouda, ses dents étirées, on dirait tortue ninja là. Élysée, idiot qui a maladie, il n'a qu'à aller se soigner. J'ai dit toujours qu'Élysée est malade. Vous voyez comment les boutons commencent à sortir sur lui bêtement là. Élysée, moi je suis pas ton cap. C'est vous qui parlez, non? D'accord, parlez. Regardez au Népal. Parce que quand vous faites ça, vous que soutenez le régime, là, moi je ne dis pas aux gens d'aller vous attaquer. Les gens vous écoutent, les gens vous voient. Vous croyez que le jour que le régime de Ouattara va tomber là, toi Élysée là, les gens vont te louper. C'est vous qui allez sur le plateau de télé vous parler, non? Daouda, de toute façon, les gens vont te sonner. Tu n'auras pas besoin d'aller voir un dentiste. Les Ivoiriens même vont régler tes dents dans ta bouche, Daouda. Le jour que le régime de Ouattara tombe, toi, Daouda, là, les Ivoiriens vont ranger tes dents. Hein? Tellement ils vont te sonner là. Tes dents seront réglées nettes de ta bouche. Continuez à faire ce que vous faites. À cause de combien les gens vous donnent des miettes, c'est ça? Combien vous êtes payé là? 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, je sais pas. 1 million. Et moi, je gagne plus que 2, 3, 4, 5, 6 millions par mois, pour moi-même. Souvent même, mon compte est bloqué. Et vous,
c'est vous qui faites ça. Continuez à énerver les Ivoiriens. Le jour que ça va chauffer, j'ai dit, hey, allez-y chercher Daouda. Tout ce que tu as dit là, tu vas t'asseoir et puis tu vas tout renier devant eux. Mais il faut pas venir ici. Parce que tu viens ici et puis j'apprends que tu es au Mali. Je vais chercher à savoir où tu es. Et puis il y a des Ivoiriens, venez le chercher, allez-y à lui. Si tu es au Burkina, que j'apprends que tu es là-bas, je vais au Burkina, il est aux Ivoiriens, venez le chercher, allez à lui. Vous tous qui nous avez, je sais que tu as jamais été trompé pour, mais de toute façon, tu nous as insultés, Daouda, toi, Élysée. Ah, Allah. Arthur Banga, le jour que vous allez venir ici, hein, merci beaucoup, Arthur Banga, le jour que vous allez rentrer dans la rue, parce que c'est au Sénégal, vous pouvez partir, Sénégal ou bien la Guinée. Mais pas ici. Pas chez nous. Parce que Ouattara va tomber. Moi, je n'ai même pas d'appréhension. Ouattara va tomber. Parce que Dieu a fait trop de faveurs. Il y a tellement de signes spirituels. Quand vous les regardez, vous les lisez, vous ne voyez même pas une porte de sortie pour Ouattara. Mais vous croyez que Makosso est bête? Quand Makosso va voir les premiers jours là, tout de suite Makosso va sortir de la Côte d'Ivoire. Makosso sera le premier à fuir avant qu'on ferme tout. Il sera le premier à fuir. Mais ce sera une bonne chose. Comme ça, on saisit sa maison à Abidjan, c'est fini. Il ne pourra plus rentrer. Alors, moi, d'abord, les Ivoiriens doivent rester à l'écoute. Les Ivoiriens doivent rester solidaires. Les Ivoiriens doivent rester très engagés. Dès que le feu vert sera donné, je vous en prie, si vous ne pouvez pas atteindre les 100 000, 200 000, ne sortez pas. Mais si vous voulez vraiment le changement, ne faites pas le système de 2020. Sortez en masse. Sortez en nombre. Pour finir une stratégie de mobilisation, vous sortez et puis vous prenez Abidjan en otage. Vous sortez. La garde présidentielle là, qui est à Treichville, là, elle va jamais vous attaquer. Je répète, la garde présidentielle à Abidjan, à Treichville, elle va jamais vous attaquer. Pourquoi? Parce que cette garde présidentielle, Ouattara l'a ignorée et puis il a créé lui-même sa propre garde présidentielle qui se trouve où? À l'hôtel Sebroko. La garde présidentielle aujourd'hui n'est là que pour le folklore des défilés pour l'indépendance. La garde présidentielle là, Ouattara les a désarmés, il a su parce que il s'est dit, au fou, il les a mis là, tout ça, donc Ouattara n'a jamais eu confiance à la garde présidentielle. Moi, vous savez, ce qui me fait rire, souvent même, il y a des officiers, des forces armées en Côte d'Ivoire, les gens sont malades, ils ont ces petits téléphones là, souvent les gens m'appellent, les officiers, les colonels, je sais pas moi, ils ont des petits, je connais pas le grade de tout le monde, mais souvent les gens m'appellent. Vous m'envoyez juste un petit message pour me dire merci pour le combat que je fais. Et vous croyez que la garde présidentielle à Treichville, là, vous croyez que, non, Ouattara a trompé tout le monde. Et ceux-là, ils sont les premiers. Je ne parle pas de l'armée. Vous n'avez qu'à regarder l'hôtel Sebroko. Allez-y. Après mon direct, allez-y sur Google, ou bien Yahoo, et puis tapez hôtel Sebroko. Vous allez voir l'ancienne image de l'hôtel Sebroko et la nouvelle image de Sebroko. Comment Ouattara a refait l'hôtel Sebroko pour sa force spéciale. Et cette force spéciale-là n'est pas dans l'armée. Non. La force spéciale, elle est là uniquement pour Ouattara. C'est là qu'il se trompe. Parce que pour faire tomber, j'ai vu le général Moussa Traoré comment il est tombé. Il était ancré dans le pouvoir. Mais quand ils ont commencé à tirer sur les étudiants, en général, ce sont les étudiants qui font tomber. C'est pourquoi je vais m'adresser aux étudiants particulièrement. Ce sont les étudiants qui ont fait tomber le pouvoir népalais avant-hier. Ce sont les étudiants. Et ce sont les étudiants qui ont fait tomber le pouvoir du général Moussa Traoré, qui le repose en paix. La plupart des grandes révolutions, ce sont les étudiants qui sont toujours en tête. Et je voudrais demander aux étudiants, vous savez ce que vous vivez aujourd'hui? Même si les étudiants de Bouaké peuvent venir s'ajouter aux étudiants d'Abidjan, les étudiants de Daloa, je ne sais pas si vous pouvez venir, mais venez. Il faut que les étudiants prennent la tête de cette revendication. Si les étudiants sont conscients de ce qu'ils vivent,
Si les étudiants pensent qu'ils méritent mieux que ça, si les étudiants pensent qu'ils veulent une Côte d'Ivoire meilleure, alors qu'ils soient les leaders de la marche qui va commencer. Donc j'interpelle les étudiants. Ils ont commis des crimes et on vous a accusé, étudiants. On dit c'est vous qui avez fait ça. C'est le régime de Ouattara. Parce qu'il voulait faire quoi? Démanteler votre organisation syndicale. Vous avez aujourd'hui tous les droits de vous reconstituer clandestinement et prendre la tête de cette mobilisation. Dès que le feu vert sera donné, soyez les premiers à prendre la tête. Parce que quand vous êtes à la tête de toutes choses, le pays change. Pourquoi on essaie de vous démanteler, de vous décapiter? Parce que Ouattara sait que les étudiants sont une force avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Et vous êtes cette force, les étudiants. Aujourd'hui, là, moi, je ne viens pas pour décrypter. Il y a beaucoup de situations. Mais, mon souhait, c'est de voir le régime de Ouattara tomber. Ça, je ne peux pas mentir à quelqu'un. Je ne peux pas me mentir à moi-même. Au nom de tout ce qui m'est cher, mon plus grand souhait, c'est de voir ce régime-là tomber. Et vous, les étudiants, je sais que je suis beaucoup écouté dans les campus. D'après vous, vous aimez Keïta avec ses grandes idées. Vous êtes cette force tranquille. On ne peut pas citer le nom ici, mais vous connaissez. Vous avez une force de mobilisation. Vous avez un réseau de mobilisation. Prenez la tête de ce mouvement-là et faites tomber le régime d'Abidjan. Vous pouvez faire tomber le régime d'Abidjan, ne serait-ce que l'université de Cocody seulement. Vous pouvez faire tomber le régime d'Abidjan si vous le voulez. Donc nous demandons aux étudiants de se joindre à ce vaste mouvement qui va se mettre en place trop c'est trop pour faire partie du régime d'Abidjan. Seule la grande mobilisation pourra empêcher ce régime-là de tuer. On a tué en 2020 parce qu'il n'y avait pas de mobilisation. Mais en 2025, il faut que la mobilisation soit exceptionnelle. Quand eux-mêmes, là, ils vont vous voir venir, ils vont déposer les tenues, même, comme on a vu en RDC, ils vont enlever les tenues de policiers ou bien de et puis jeter, ou mettre et puis jeter ça. On a vu des gens qui ont fait ça. Quand ils ont vu la foule, ils se sont déshabillés, ils ont jeté les trucs qu'ils portaient rapidement. On les voit, les culottes, ils sont arrêtés au bord de la route, on dirait c'est pas, mais c'est eux. Donc, quand ils vont faire les trucs là, vous savez ce qu'ils font? Ils portent 2 pantalons. Keïta, comment ça? Ils portent 2 pantalons. Pantalons civils avec un pantalon, avec leur tenue. Si ça chauffe, ils enlèvent tenue, ils mettent dans le sachet, ils sont en civil. Beaucoup font ça. Beaucoup vont faire ça. Mais pour le faire, il faut que vous soyez nombreux. Donc nous demandons aux étudiants de se joindre à ce vaste mouvement pour faire tomber le régime de Ouattara. C'est ce que j'avais à vous dire.